Les généraux et les représentants de la contestation soudanaise ont repris ce mardi leur discussion sur la période de transition. Ceci au lendemain de heurts meurtriers dont aucun camp n'assume la responsabilité. Des partisans de la majorité parlementaire en Guinée-Bissau manifestaient ce mardi objectif exiger que le président Vass nomme un gouvernement à 6 mois de la date proposée pour la présidentielle. Un soldat nigérien a été tué ce lundi dans l'attaque contre la prison de Koutoukale, à 50 km au nord de Niamey. Cet établissement pénitentiaire est le mieux gardé du pays où sont détenus les djihadistes. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue, bonsoir. Les généraux et les représentants de la contestation soudanaise ont repris ce mardi leur discussion sur la période de transition, ceci au lendemain de heurts meurtriers attribués par le Conseil militaire à des éléments cherchant à faire dérailler le processus politique. Plus de précisions à travers ces images. Les pourparlers ont repris à 13h locales, a déclaré Khaled Omar, l'un des chefs de l'Alliance pour la liberté et le changement, la coordination des mouvements politiques, des syndicats et des associations qui veulent un transfert rapide du pouvoir aux civils. Après avoir fait état ce lundi de progrès dans les pourparlers, l'ordre du jour porte sur la question délicate de la répartition entre militaires et civils au sein des 3 institutions de transition, le Conseil souverain, le cabinet et l'Assemblée législative. Les 2 parties discutent également de la période de transition que les manifestants veulent de 4 ans et les militaires de 2 ans seulement. Ce lundi, généraux et leaders de l'ALC sont parvenus en quelques heures à un accord sur la structure de ces 3 institutions. Mais ce progrès a été terni par les violences de la soirée qui ont fait 6 morts, 5 manifestants et 1 militaire, ainsi que des centaines de blessés selon des sources médicales et militaires. Nous vivons ou nous mourons ici. Nous demandons la liberté totale. Nos frères morts hier ne sont pas meilleurs que nous. Nos mères sont en deuil. Nous avons aussi des frères. Nous vivons ou nous mourons. Liberté. Nous resterons ici, quoi qu'il arrive. Nous demandons la liberté et un gouvernement civil pour une vie digne et sûre pour tous les Soudanais. Notre sang bout toujours. Nous ne partirons tant que nos revendications ne sont pas satisfaites. Pourquoi les contestataires et les militaires négocient? Il n'y a rien qui ressemble à des négociations à l'intérieur. Ils négocient avec nous, mais ici, ils nous tuent. Donc, qu'est-ce qu'on négocie? Le régime de Béchir existe toujours, encore aujourd'hui. Certains ont pointé du doigt l'unité controversée de la force de soutien rapide, RSF. Elle est commandée par le général Mohamed Hamdan Daglo, également chef adjoint du Conseil militaire de transition. Cet organisme s'est empressé de dégager sa responsabilité en accusant de ces violences des éléments non identifiés voulant saboter les négociations. Et puis des partisans de la majorité parlementaire en Guinée-Bissau, dont le chef du principal parti manifestait ce mardi. Objectif, exiger que le président José Mario Vaz nomme un nouveau gouvernement à 6 mois de la date proposée pour la présidentielle. Malgré le bon déroulement des élections législatives du 10 mars remportées par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, dirigé par Domingos Simeos Pereira, ce petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest n'est pas sorti de la crise politique qu'il traverse depuis août 2015. La Commission nationale des élections CNE a proposé la date du 3 novembre pour le premier tour de scrutin présidentiel qui doit se tenir avant la fin de l'année, avec un éventuel second tour le 8 décembre selon un document daté de lundi. Il revient au président de la République de valider la date par décret au plus tard le 5 août selon le texte. José Mario Vaz, dont le mandat s'achève en juin, a expliqué la semaine dernière qu'il devrait consulter les instances électorales, le gouvernement et les partis politiques avant de fixer une date définitive. Nous exigeons la nomination immédiate et sans condition de Domingos
Carlos Simeos Pereira au poste de Premier ministre, pouvait-on lire sur une banderole dans la marche partie d'un quartier de la périphérie nord de Bissau en direction du port. Les manifestants, parmi lesquels Pereira et Nuno Gomes Nabiam, chef d'un parti allié au PAIGC et premier vice-président de l'Assemblée nationale, ont aussi scandé des slogans hostiles au chef de l'État. Les chefs de mission de l'ONU en Afrique de l'Ouest réunis le 10 mai à Bissau ont déploré dans un communiqué la résurgence de divisions partisanes autour de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale et jugé crucial la nomination rapide d'un nouveau Premier ministre par le président de la République. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Éducation a annoncé hier lundi que le calendrier de l'année scolaire sera réaménagé en raison de la grève des enseignants qui a privé les élèves de cours. La ministre de tutelle de ce département a par ailleurs menacé de radiation des professeurs qui poursuivraient la grève. Reportage. Le bras de fer entre enseignants et gouvernement ivoirien se poursuit. En raison des grèves incessantes des enseignants qui privaient les élèves de cours, le calendrier de l'année scolaire en cours sera réaménagé. L'année scolaire sera donc découpée en 2 semestres au lieu de 3 trimestres. L'examen du certificat d'études primaires et élémentaires, examen important qui conditionne l'entrée dans le secondaire, sera aussi repoussé de mois. Ces décisions annoncées par la ministre en charge de l'enseignement vise à juguler l'impact négatif des grèves dans l'intérêt des élèves. Ces annonces font suite à la décision de la coalition des syndicats du secteur éducatif, formation de Côte d'Ivoire qui regroupe 9 syndicats, de reprendre sa grève du 14 au 17 mai 2019 après un mois de suspension. Les grévistes réclament le versement de primes, une forte augmentation des indemnités de logement, la suppression des postes d'instituteurs adjoints dont ils jugent le niveau trop bas et la suppression des cours le mercredi. Les grèves dans le secteur public sont récurrentes en Côte d'Ivoire depuis 2 ans et ce, malgré la signature en août 2017 d'une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire pour environ 130 000 fonctionnaires, soit 70% des effectifs de la fonction publique. Je l'annonçais en titre, un soldat nigérien a été tué ce lundi dans l'attaque contre la prison de Koutoukale, à 50 km au nord de Niamey. Cet établissement pénitentiaire est le mieux gardé du Niger, où sont détenus des djihadistes. Le bilan est tombé de sources officielles ce mardi. Le soldat tué était un sous-officier de la garde nationale qui a succombé à ses blessures, a confié une source sécuritaire. Un premier bilan des autorités établi ce lundi peu après l'attaque ne faisait état d'aucune victime parmi les forces nigériennes. Selon ce nouveau bilan, les forces nigériennes ont récupéré une roquette et plusieurs munitions que les assaillants ont abandonnées sur place, ainsi qu'un des 2 véhicules de Médecins sans frontières volés le 2 mai plus au nord dans la zone de Bani Bangou et à bord duquel ils étaient venus à Koutoukale. Une source sécuritaire avait affirmé à l'AFP que le raid a été mené par une dizaine d'assaillants armés, mais qu'il avait échoué car les forces de sécurité étaient déjà au courant d'une éventuelle attaque. Les terroristes ont ouvert le feu sur les gardes d'un poste avancé du dispositif de sécurisation de la prison, avait affirmé une autre source sécuritaire. La prison de Koutoukale est considérée comme la plus sûre du pays. Les autorités y gardent les détenus les plus dangereux et notamment les éléments djihadistes des groupes sahéliens ou du groupe nigérian djihadiste Boko Haram. En octobre 2016, la prison avait déjà fait l'objet d'une attaque spectaculaire avec des assaillants venus à moto et munis d'explosifs. Elle avait aussi été repoussée. Cette attaque avait été revendiquée par l'organisation État islamique au Grand Sahara. Les populations nigérianes vivent dans une psychose permanente en raison de l'insécurité qui prévaut et ne cesse de monter dans leur pays. Pour son 2e mandat, le président Mohamed Buhari fera donc face à 2 grands défis que sont la lutte contre l'insécurité et la pauvreté. Un tour de la situation sécuritaire au Nigeria avec Abdoulaye Issa, notre correspondant sur place.
Les bandits qui avaient tenu l'état de Zamfara à la jugulaire se sont répandus dans les états limitrophes du Niger, de Kaduna et de Kassina, et dans les franges de l'état de Sokoto, bien que l'armée, à travers son Opération Scorpion Sting 3, à Zamfara a mis en déroute à plusieurs reprises des bandits. Au bout de quelques mois, les kidnappeurs ont également pris le devant de la scène, en particulier dans le nord du pays, où ils ont forcé les élites et les citoyens à quitter les grands axes routiers, entraînant ainsi la surpopulation des gares ferroviaires entre Abuja et Kaduna. L'enlèvement tout dernièrement d'un chef de district à Daura, dans l'état de Kassina, Alhaji Moussa Ouba, qui est également le beau-frère du président Buhari. Alhaji Moussa Ouba a de justesse été sauvé par l'armée. L'inspecteur général de la police par intérim, Alhaji Mohamed Adamou, après avoir assisté à une réunion du Conseil des chefs traditionnels du Nord à Kaduna, a révélé que des crimes violents avaient déjà coûté la vie à 1111 Nigérians en 2019. Sur ce nombre, 767 dans le Nord, Zamfara à lui seul a enregistré 203 décès. Le nombre devrait être beaucoup plus important car de nombreux incidents ne sont généralement pas signalés. À l'heure actuelle, les Nigérians doivent être rassurés sur le fait que le président Muhammadu Buhari se prépare pour son deuxième mandat. Il dispose de solutions crédibles au double mot qui assaille actuellement le pays et ses habitants, à savoir la pauvreté et l'insécurité. Les États et les différentes communautés devraient être logés dans un effort massif pour chasser les gardiens de troupeaux armés, les bandits, les ravisseurs et bien sûr les insurgés. Au Cameroun, pour finir, le chef du gouvernement et Premier ministre camerounais effectue une descente à Bamenda, dans le nord-ouest du pays. Cette première visite qu'il effectue depuis sa nomination a pour objectif de tendre la main aux séparatistes en vue d'une éventuelle sortie de crise. Reportage Narcisse Oum. Le Premier ministre du Cameroun, Joseph Diongou Téa, est en tournée depuis jeudi dernier dans les régions anglophones. Première étape à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, l'une des deux régions anglophones, théâtre depuis plus d'un an d'un violent conflit armé entre séparatistes et soldats. Vêtu d'un tissu traditionnel de la région du Nord-Ouest et tenant dans la main droite un arbre de la paix. Le Premier ministre dit être venu pour rencontrer et discuter avec la population. L'objectif est d'apporter le message d'espoir et le message de paix du président Paul Biya à la population de la région du Nord-Ouest. Il a été accueilli par une foule qui a exprimé le souhait de voir la paix revenir dans la région. Tous ces gars en brousse sont des frères et sœurs. Nous ne voulons plus de sang ici. Nous sommes fatigués. Joseph Diongou Téa a eu à échanger en pidgin, en français et en anglais. Il est allé dans les marchés et sillonner les quartiers. Le président Paul Biya demande que nous dialoguons. Si c'est la conférence, nous parlerons de tout. Seulement, le Cameroun reste un et indivisible. Le Premier ministre qui a achevé ce dimanche 4 jours de visite dans le Nord-Ouest entame dans les prochaines heures les mêmes pourparlers dans le Sud-Ouest, une autre région en proie des sécessionnistes. Pour rappel, le conflit qui oppose l'armée aux séparatistes anglophones depuis près d'un an a déjà causé plus de 530 000 déplacés internes, alors que 32 000 autres se sont réfugiés au Nigeria, selon l'ONU. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.